on m'a demandé de parler plus spécifiquement de la question de la dépression et du déni. Et puis d'abord, vous verrez que la dépression, on peut en parler et ne pas ressortir complètement déprimé de cet échange. Et je pense que si déjà on arrive à ça, ce sera peut-être l'essentiel du message. Vous verrez que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors juste repartir de la définition de la dépression, et surtout à bien distinguer d'une déprime. C'est-à-dire que d'abord, de redire la dépression, c'est quand même un phénomène qu'on peut tous être amenés à rencontrer, à traverser dans la vie. C'est pas uniquement les personnes qui sont atteintes d'une maladie ou qui vivent des événements autres tragiques dans leur vie. On peut tous être amenés à traverser une dépression. Voilà. Donc là, je reprenais cette définition que je trouve intéressante parce qu'elle parle à tous. Donc c'est un trouble de l'humeur, ça je vais définir tout à l'heure, mais qui va influencer la capacité d'une personne à penser en termes clairs, qui va amoindrir son envie d'agir, perturber son fonctionnement corporel. Alors notamment, la plupart du temps, les personnes vont parler de troubles du sommeil ou de perte de l'appétit, et qui plonge cette personne dans une situation de grande douleur et souffrance morale, mentale, à laquelle elle va se sentir incapable de réagir. Donc là, on voit déjà que dans cette définition, il y a plusieurs éléments que moi je vais vous détailler, qui permettent aux personnes de poser un diagnostic de dépression. Alors, déjà, une dépression, ça va être une combinaison de plusieurs éléments. C'est pas uniquement le sentiment de tristesse, par exemple. Évidemment, c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à la dépression. Il va y avoir plusieurs éléments qui vont rentrer en compte dans ce diagnostic. Et puis, c'est la notion de cette dégradation de l'humeur de la personne pendant au moins 2 semaines. Et l'idée que ça va interférer vraiment avec la capacité de la personne à faire toutes les choses du quotidien, même des choses que d'habitude elle fait sans grande difficulté ou sans trop grande difficulté, on va dire, se lever pour aller travailler ou préparer à manger à heure fixe, par exemple. Donc ça, les différents éléments qui vont rentrer dans le diagnostic de dépression, ça va être une tristesse, très souvent associée à une baisse de l'estime de soi, ça veut dire une perte de l'amour de soi, on pourrait dire. Ça peut être associé à des idées noires, voire parfois des idées suicidaires. Il va y avoir une spirale comme ça de pensée à travers des ruminations désagréables et négatives. Une perte d'intérêt et de plaisir pour des activités ou des choses qui d'habitude procurent du plaisir à la personne. Les personnes vont dire d'habitude, vraiment, je vais régulièrement au cinéma, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, mais là, j'ai même plus envie de faire ça, quoi. Voilà, et puis une perturbation, comme je décrivais tout à l'heure, trouble du sommeil, une fatigue, des douleurs aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une augmentation des douleurs, même s'il y a déjà des douleurs préexistantes qui peuvent être expliquées et imputées à la pathologie, il va y avoir une augmentation des douleurs dans un état dépressif. Et puis également, et ça on le sait peut-être un peu moins, atteinte des symptômes cognitifs. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, les personnes peuvent décrire un ralentissement cognitif, une difficulté à mémoriser les choses ou à planifier les choses. Et très souvent, ça peut être accompagné d'une anxiété. On parle dans ces cas-là d'un syndrome anxio-dépressif. Ça, c'est vraiment pour définir ce qu'est la dépression. Donc c'est bien d'avoir cette vision d'ensemble parce que la dépression, c'est pas uniquement être triste. C'est quelque chose de quand même, on va dire, plus complexe que ça. Voilà. Et donc, évidemment, la dépression va avoir un retentissement très important sur la vie de la personne, mais également sur son entourage. On parle de dépression de cause endogène ou de cause exogène. Alors, quand on parle de cause exogène, c'est quand il y a un événement de vie. Là, on va en parler. En l'occurrence, l'événement de vie dont on va discuter, c'est l'arrivée de la maladie, le diagnostic de la maladie, les conséquences de la maladie dans le quotidien des personnes. Et quand une personne est dans un état dépressif, il faut considérer qu'elle est vulnérable en réalité. Elle est vraiment dans un état de vulnérabilité psychique. Souvent, on peut observer un risque de recours à des substances addictives, notamment parce qu'il y a une tentative de se soigner en réalité, c'est-à-dire ce qu'on va appeler une tentative d'automédication. Parfois, le recours à l'alcool, par exemple, ça va être parce que la personne est très, très anxieuse, et on sait que l'alcool a une action anxiolytique, par exemple, ou d'autres médicaments. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ça, parce que ça veut dire que la personne qui a recours à ces types de substances, en fait, elle cherche une solution, mais elle n'arrive pas encore à demander de l'aide.
Hein. Ça, c'est quand même des éléments qu'il faut entendre aussi. Et puis, surtout, l'importance de la reconnaissance de la nécessité d'une prise en charge, notamment pour éviter des récidives de dépression. On sait que quand il y a un épisode dépressif au cours de la vie, il y a un risque qui est à nouveau un autre épisode dépressif à un autre moment. Donc là, on va... Voilà. Alors, la dépression, vous savez quand même, c'est quelque chose qui est quand même... qui existe dans la population générale, et elle peut exister à tous les âges de la vie. Hein. On peut trouver la dépression chez un enfant, chez un adolescent ou chez un adulte. Mais c'est vrai que les diagnostics chez l'enfant et l'adolescent vont être souvent plus complexes. D'abord, dans un premier lieu, parce que parfois, nous, en tant qu'adultes, on peut avoir un petit peu du mal à envisager qu'un enfant puisse être déprimé. Hein. Mais c'est une réalité. Un enfant, même un enfant qui joue, ou qui a l'air de pouvoir tout à fait être joyeux à certains moments, en réalité, il peut être déprimé, il peut vivre la dépression. Et surtout, c'est compliqué parce que ça ne s'exprimera pas de la même façon chez l'enfant ou chez l'adolescent que chez l'adulte. Par exemple, il n'y aura pas forcément cette capacité à verbaliser ou à décrire aussi bien les sentiments, les émotions que chez l'adulte. Et puis, alors, du coup, on sait qu'il y a des choses auxquelles il faut être attentive, qui vont être, par exemple, des changements de comportement. Par exemple, l'arrêt du jeu. Hein, chez l'enfant, ça c'est quelque chose d'essentiel. Un enfant qui d'habitude joue beaucoup, est très actif dans ses jeux, est vraiment plongé dans son imaginaire et puis qui n'a plus du tout d'appétence pour le jeu, ça doit quand même attirer l'attention. Une baisse notable des performances scolaires, une agressivité, une irritabilité. Évidemment, il peut y avoir de la tristesse aussi. Hein. Je ne dis pas que les enfants sont jamais tristes quand ils sont déprimés, mais voilà, faut savoir que ça va s'exprimer finalement assez différemment chez l'enfant ou l'adolescent que chez l'adulte. Et donc, juste rappeler quand même que dans la population générale, alors là, c'est des chiffres que j'ai trouvés là de 2021, il y a quand même 12,5% des personnes de 18 à 85 ans qui ont vécu un épisode dépressif. Et bon, cet article notait une augmentation de la dépression depuis 2019, on peut imaginer qu'entre 2021 et 2023, peut-être que ces chiffres, malheureusement, ont augmenté. On sait que la tendance n'est pas forcément actuellement à l'amélioration. Alors, du coup, pour s'intéresser, puisque je pense que c'est une question qui était posée aussi, c'était de savoir, mais finalement, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, est-ce qu'il y a une surreprésentation de la dépression chez les personnes qui sont concernées? Alors là, je vous donne l'exemple de 2 études qui ont été faites et qui font état de... Alors, je dis de résultats qui sont différents parce que chaque étude va avoir sa méthodologie différente, ses outils également. Mais en tout cas, dans cette étude... ci donc qui était en Italie, il y a donc 14% des personnes atteintes qui disent faire face à une détresse psychologique. Alors, ils disent contre 4% de la population générale, ça me paraît très bas les 4%, mais voilà, et 10% qui seraient touchés par une dépression. En tout cas, ce que souligne cet article, c'est que, en tout cas, eux notent vraiment une différence notable entre ce qu'ils estiment de la population générale et ce qu'ils estiment chez les patients atteints de CMT. Et donc, une autre étude là qui fait état quand même du tiers des participants, donc un nombre quand même assez conséquent de participants, puisqu'il y avait 900 patients qui ont répondu et qui ont fait une auto-évaluation, et donc qui font état de présence d'anxiété et de dépression. Donc là, on voit aussi qu'il y a quand même une représentation assez importante de l'état de dépression ou d'anxiété chez les patients. Alors, juste pour redire par rapport à l'âge pédiatrique et à l'adolescence, c'est vrai que c'est une période très particulière parce que c'est un enfant, un adolescent, des êtres en construction. Et donc, c'est vraiment essentiel de dire, mais être attentif aussi à ce qui se passe chez l'autre. Il y a notamment, alors je donne l'exemple des interventions chirurgicales parce que c'est finalement un exemple que les adultes relatent souvent en consultation. Donc, ayant l'expérience de l'accompagnement et des enfants et des adolescents en pédiatrie et des adultes dans la consultation adulte spécialisée, finalement, on se rend compte que les adultes reviennent très souvent sur cette période qui est celle des interventions chirurgicales. Voilà, donc ça, c'est une spécificité notamment de la CMT. Dans toutes les pathologies, il n'y a pas forcément d'intervention chirurgicale. Et donc souvent, ça va être un signe qui va faire que les personnes vont dire « mais vous savez, ma maladie, elle est grave parce que… »
voilà tout ce que j'ai eu à faire dans mon enfance, dans mon adolescence, et très souvent, les interventions sont citées comme ça. Donc ça, pour nous, c'est important de savoir aussi en termes pour les professionnels, pour accompagner aussi au mieux ces périodes-là. En tout cas, l'essentiel sera toujours de savoir que c'est important d'avoir une posture de disponibilité psychique aussi pour être prêt à entendre s'il y a une souffrance chez l'enfant ou chez l'adolescent, pour être prêt à l'entendre et à l'accueillir. C'est pas forcément simple à faire parce que on peut avoir plutôt envie de penser, d'imaginer que ça va bien, hein, ça va bien pour son enfant, ça va bien pour l'adolescent. Alors, ça, je trouve quelque chose d'important à expliquer parce que je suis toujours un petit peu embêtée avec cette question de spécificité. C'est-à-dire que, bien sûr, que pour les personnes qui sont atteintes d'une maladie bien particulière qui va avoir des conséquences plus ou moins importantes aussi sur sa vie, c'est important de souligner ces spécificités. Mais moi, je rappelle toujours ça, c'est-à-dire que la maladie, elle arrive sur l'histoire d'une personne. Et qu'elle n'aura pas du tout les mêmes effets, le même impact psychologique en fonction de l'histoire de cette personne. Et je donne l'exemple de ces deux personnes que j'ai rencontrées à des moments très, très différents. La première personne, c'était il y a des années. Et finalement, elle est venue dans un premier temps parce qu'elle exprimait ce sentiment de culpabilité parce qu'elle avait transmis la maladie à sa fille. Et voilà. Et finalement, au cours du suivi, elle relate un événement, revient un événement qui était resté dans le non-dit, c'est qu'en fait, elle avait vécu un abus sexuel dans l'enfance. Et elle fait le lien, cette dame, au fil des entretiens, entre le silence et le tabou qui avait entouré cet événement traumatique dans son enfance, et le silence et le tabou qui existait pour elle aujourd'hui du fait de ne pas pouvoir parler de la maladie en famille, expliquer à sa fille ou parler de sa souffrance même physique et des douleurs. Et donc finalement, elle donne ce sens. Alors elle finit par donner ce sens et elle me dit « Mais moi, en fait, je sais pourquoi j'ai cette maladie. C'est parce que je me la suis déclenchée à cause de tout ce que j'ai vécu, à cause de la période de maltraitance. » Donc, alors là, la question n'est pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est de dire qu'est-ce que la personne va se raconter aussi de pourquoi il m'arrive ça à moi aujourd'hui. Ça, c'est important, bien sûr. Cette dame, elle comprenait très bien qu'il s'agissait d'une maladie voilà, qui était clairement expliquée sur un plan médical. Elle en connaissait aussi la cause génétique. Mais pour autant, elle, dans son histoire, comment est-ce qu'elle peut s'expliquer cet événement, voilà, elle a fait le lien avec cette maltraitance. Donc finalement, un diagnostic de maladie peut venir réactualiser et réactiver aussi des événements du passé. Et puis un autre monsieur que j'ai rencontré très récemment, diagnostic très récent de maladie Charcot-Marie-Tooth, et sa problématique, c'est comment j'annonce ça à ma famille. Il est le seul à être symptomatique, mais il se doute que probablement, potentiellement, un de ses parents peut être porteur, il a une fratrie, peut-être que ses frères et sœurs peuvent être concernés. Et donc, finalement, émerge de cette question de qu'est-ce que je fais de cette annonce, ça me terrifie à l'idée de la faire. En fait, l'idée qu'il y avait eu dans l'histoire de la famille une autre terrible nouvelle qui avait été le décès brutal d'un frère, d'un accident de la voie publique, un accident de voiture dramatique. Et donc, voilà. Et donc de l'impossibilité aujourd'hui pour lui de parler de cette maladie, c'était finalement la peur de réactiver ce traumatisme collectif pour ses proches. Donc, c'est intéressant, vous voyez, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas un problème d'annoncer sa maladie à ses proches, mais il s'agit de dire, mais qu'est-ce que ça vient toucher d'autres qui peut donner, sur le plan émotionnel, voilà, une intensité finalement particulière à ces personnes. Et donc là, ça c'est pour donner une idée aussi du quel type de travail on peut faire avec un psychologue dans les consultations. C'est-à-dire que finalement, l'annonce de la maladie chez cette personne, chez cet homme, c'est aussi l'occasion de reprendre tout le travail du trauma autour du décès de son frère. Voilà, j'accélère en fait. Donc juste, alors c'est vrai que la question de la douleur, c'est une question quand même qui est très présente aujourd'hui. Alors c'est important de redire, pour reparler de la spécificité quand même de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, évidemment on sait la douleur est souvent associée à des symptômes de dépression, d'anxiété.
Et donc, il va y avoir cette particularité aussi, pour moi, qui est vraiment dans les difficultés que les patients me relatent le plus souvent, ça va être autour de l'incommunicabilité de ce qu'ils ressentent, l'incommunicabilité des symptômes comme la douleur ou la fatigue, telle qu'elle a été discutée tout à l'heure. Et donc, on peut regrouper tous ces symptômes dans ce que, voilà, je pense qu'il y a eu déjà, en plus des journées qui ont été faites ici, autour de la question du handicap invisible. Et avec toute cette notion d'anticipation négative aussi autour des douleurs. Un autre aspect aussi important, c'est cette notion d'impuissance que peut ressentir aussi l'entourage face à quelqu'un qui est douloureux ou face à quelqu'un qui est triste et déprimé. Donc là, je regroupais tout ça dans la question du handicap invisible. Et donc finalement, l'essentiel, je pense qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est quand il y a un handicap invisible, quand il y a des symptômes qui ne peuvent pas être partagés, montrés, communiqués ou objectivés pour que l'autre puisse saisir et comprendre ce qui se passe, ça peut laisser un sentiment d'abord manque de reconnaissance et de perte de légitimité. Et donc c'est vraiment important à chaque fois de rappeler aux personnes, mais bien sûr, puisque vous me dites, vous, que vous ressentez ça, que vous percevez ça, alors bien sûr, je vous crois. Et alors, oui, c'est vrai. Et c'est la psychologue qui le dit. parce que, oui, mais vous pouvez penser que tout ça, c'est dans ma tête. Non. Je suis la psychologue et je vous le dis, bien sûr. Je vous crois. C'est dans votre corps que ça se passe aussi. Souvent, la notion du handicap invisible va être révélateur de ce que j'appelle l'ambivalence, c'est-à-dire qu'il va être à la fois le fait d'exprimer le désir et le besoin essentiel d'être reconnu dans les besoins spécifiques, mais également aussi d'être considéré comme tout le monde, avec un désir de normalité. Donc je voudrais bien que, par exemple, voilà, je donne un exemple qui m'a été cité plus d'une fois par des patients, qui pouvaient dire, par exemple, mais je monte dans le bus, personne ne me laisse la place. Mais je veux surtout pas utiliser la carte ou dire que j'ai un handicap. Mais ce serait tellement bien que les gens comprennent et me laissent leur place. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est vraiment cette ambivalence-là et qui va faire que, voilà, parfois, ça va être le choix de, j'utilise une carte, j'en ai pas tellement forcément besoin dans cette situation, mais là, j'aurais besoin que les gens voient et comprennent et anticipent. Et effectivement, je veux être sûre qu'on va penser à me laisser cette place-là et à d'autres moments dire je veux surtout pas utiliser un appareillage parce que j'ai pas du tout envie que ça se voit ou que ça se sache. Et donc voilà, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'on en fait de ce handicap invisible. Donc ce qui est important, c'est que finalement ce caractère invisible, il va parfois influencer les stratégies défensives de la personne puisque ça ne se voit pas forcément, en fait je peux décider presque, consciemment, inconsciemment, de cacher le handicap dans certaines situations, ou de le minimiser ou de le négliger, voire de le dénier. Et donc voilà, ça peut donner lieu comme ça à une modulation des stratégies défensives chez la personne, qui ne sont pas forcément simples à gérer, parce que justement, il n'y a pas d'évidence, en fait, là-dedans. Pour ouvrir à la question du déni, donc qui est défini comme un refus de la réalité d'une perception existante, juste redire que ça me paraît important, mais le déni, c'est un mécanisme de défense qui est inconscient. La personne ne décide pas de nier la réalité. Elle ne dit pas moi je ne veux pas, vous me dites tout ça, moi je ne veux pas savoir. Vraiment, c'est quelque chose d'inconscient, ça se fait malgré elle. Et une autre chose qui est importante à dire, c'est que le déni, il a très très mauvaise presse. En général, il dénie, faudrait qu'il accepte. Non, le déni, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que, alors on parle de mécanisme de défense, je préfère plutôt le terme de protection, de mécanisme de protection. C'est qu'à un moment donné, devant une réalité qui a une charge angoissante trop importante, et qui pourrait risquer que la personne s'effondre dans un mouvement dépressif, en fait, nier cette réalité, à ce moment-là, c'est nécessaire et indispensable pour tenir et pas s'effondrer. Et donc, finalement, il permet quand même des choses essentielles, vous voyez, parce que préserver le sentiment de sécurité et l'image de soi, c'est quand même quelque chose d'important. Mais la question qu'il faut avoir en tête à ce moment-là, c'est quelle est l'évolution de ce déni dans le temps. Est-ce qu'il reste figé, rigide, ça ne bouge pas ? Est-ce qu'il est temporaire ? Est-ce qu'il laisse place après à d'autres mécanismes de défense qui, eux,
vont permettre à la personne de s'adapter autrement à la maladie. C'est ces éléments-là qui sont importants. Le déni peut très bien exister de façon temporaire, il protège la personne. Après, voilà, il faut effectivement voir s'il risque de provoquer le fait de... il y a des personnes, par exemple, qui peuvent avoir... On va parler d'un déni partiel, c'est-à-dire, oui, j'ai cette maladie, ça n'a pas du tout évolué, mais comme j'ai cette maladie, je vais bien faire ma kiné parce que je sais que j'en ai besoin. Très bien. Et même si l'entourage dit, mais si, quand même, ça a évolué, ça s'est un peu dégradé, mais il ne se rend pas compte. Mais du moment que cette personne, finalement, prend soin d'elle, fait la kiné, fait ce qu'il faut pour prendre soin d'elle, ça va être l'essentiel. Et juste terminer avec cet élément qui me semble très important, c'est les deux versants de la dépression. C'est très classique, voilà, évidemment, tous les éléments négatifs de la dépression, mais je voudrais finir là-dessus pour dire que la dépression, là je cite un psychologue que j'ai lu, et je trouvais que c'était assez clair de le dire comme ça, c'est à la fois un arrêt critique dans un état pathologique, une souffrance pathologique, et en même temps une relance du travail psychique. C'est-à-dire que la dépression, il faut aussi pouvoir l'entendre comme l'occasion d'un remaniement psychique, d'une élaboration de la perte. C'est quelque chose de juste par rapport à ce que la personne est en train de vivre. C'est tout à fait juste et normal de se sentir déprimé quand on a perdu quelque chose. Et en même temps, cette dépression va permettre de remettre en route tous ces remaniements psychiques et de créer quelque chose de nouveau, finalement. Créer quelque chose de nouveau dans la représentation de soi et de se réinventer. Donc, ouais, ça, je vais laisser la place à Michel, merci. Et puis, juste pour rappeler quand même, c'est important vraiment la question de la prise en charge de ces épisodes dépressifs. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont présents dans la plupart des consultations. Et surtout, d'en parler, ça ne rend pas les gens plus déprimés. Ou quand il y a des idées suicidaires, en parler, ça ne fait pas que les gens vont passer à l'acte. Et bien au contraire, il faut penser comment soutenir et rompre ce cercle vicieux. Voilà.